Bonsoir à tous. J'avais prévu de mettre une veste, mais il fait doux, alors ça ne vous embête pas si je suis pas en veste. Bon. Alors, donc, je m'appelle Joël Alessandra, donc je suis auteur de bande dessinée de carnet de voyage. Je fais beaucoup de dessins sur place, même pour les albums et les ouvrages que je réalise. La majeure partie des dessins sont faits sur place pendant les voyages, et c'est le même matériel que j'utilise en voyage et à l'atelier quand je dois retravailler à l'atelier. Donc c'est uniquement ça. Donc il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans. Voilà. C'est garanti sans IA. Les dessins qui sont faits sur place, en fait, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'enjeu. Ce qui est intéressant dans le carnet, c'est vraiment la captation de l'atmosphère qu'on peut retrouver un petit peu dans le contact avec le terrain. Donc moi, je vais, comme on vous disait un petit peu tout à l'heure, je vais beaucoup en Afrique subsaharienne. Alors, je vais aussi en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Inde, au Sri Lanka, où j'ai habité aussi pas mal de temps, mais j'ai quand même une appétence, une attirance, en tout cas une proximité avec l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, avec le Maghreb aussi beaucoup, parce que j'ai travaillé sur des sujets autour du Maroc et autour de l'Algérie. On en parlera un petit peu plus tard. Mais donc là, voilà, c'est des conditions dans lesquelles je travaille. Bon, il y a pire comme conditions. En général, je m'arrange toujours pour que les voyages soient payés. Donc voilà, je monte des projets avec les ambassades, avec les instituts français et les alliances françaises. Peut-être vous connaissez, il y a un réseau énorme de ce qu'on appelait avant les centres culturels, qui dépendait du ministère de la Coopération, mais comme il n'y a plus de ministère de la Coopération, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a regroupé un petit peu tout ça, et on a donc des alliances et des instituts. Les instituts sont plus à une vocation culturelle que les alliances, qui ont plus une vocation de la transmission et de l'enseignement de la langue française à travers le monde. Voilà. Donc moi je m'appuie sur ces réseaux-là, je monte des projets avec eux, des projets tout seul aussi, mais en général tout est pris en charge, tout est rémunéré, je monte mes petits voyages, etc. Alors là on est dans un oued à la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie. Alors c'est la région, une des régions de prédilection d'Henri de Montfred, puisque c'est un petit peu le sujet de l'exposition et puis du pourquoi je suis ici. En fait, Henri de Montfred, il était beaucoup à Djibouti, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais il y a une espèce de relation amour-haine entre Montfred et Djibouti. En fait, il y a, par exemple, à Djibouti, je peux vous en parler parce que j'ai habité à peu près 2 ans là-bas, et j'y retourne depuis, vous parliez de 30 ans, ça fait 30 ans que j'y retourne à peu près tous les ans à Djibouti, en Éthiopie, etc. Et il y a une rue Rimbaud, il y a une place Rimbaud, il y a une rue Kessel, etc. à Djibouti, mais il n'y a pas de rue Montfred. Donc il y a un petit rapport comme ça. Il y a une espèce de contentieux avec soi-disant un trafic d'esclaves, etc., qui a priori n'a pas eu lieu, mais bon, c'est très, très discutable. Après, la notion d'esclave à l'époque, dans les années 30, c'était tout à fait relatif. Et du coup, il n'y a pas de rue Montfred à Djibouti, bizarrement. Bon. Mais cette région-là, en fait, c'est la région à la frontière. En fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce coin, mais il y a ce côté-là de la Corne de l'Afrique et le côté éthiopien où Montfred allait, c'est plutôt Dire Dawa, où il avait aussi une usine d'électricité qu'il avait montée à Dire Dawa. Dire Dawa, c'est aussi la première étape du train, le Djibouto-éthiopien, qui part de Djibouti et qui remonte jusqu'à Addis Abeba, mais qui maintenant s'arrête à Dire Dawa. En fait, il ne remonte plus jusqu'à Addis parce que les Chinois ont construit un train super rapide, etc. Voilà, donc il n'y a plus ce train, mais Montfred connaissait bien ce train. J'ai fait un bouquin là-dessus, on va en parler aussi. Dire Dawa, et puis il y a le Harar, qui n'est pas très loin de Dire Dawa, donc c'est la partie encore, on va dire, Somalie de l'Éthiopie. C'est-à-dire qu'on parle pas amharique, on ne parle pas éthiopien, on parle Somalie dans cette région-là. Donc c'est bizarre, c'est en Éthiopie, mais on parle Somalie. Et donc c'est là où Montfred allait plus tôt, en fait. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper et à poser des questions en échange, c'est plutôt... Alors, dans les voyages que je fais, il y a plusieurs parties, en fait. Il y a une partie où je fais beaucoup d'interventions dans les écoles, dans des coins en brousse où il y a, vous voyez un petit peu la tête de l'école, c'est 4 planches et 3 bancs.
Je vais dans des camps de réfugiés aussi, je vais un petit peu, voilà, un petit peu partout pour faire dessiner les gamins, pour échanger autour du dessin, autour du voyage, du dessin de voyage. Et donc ça fait partie un petit peu de... À chaque fois, j'essaye de greffer des interventions comme ça dans les voyages qui sont des voyages de travail, normalement, de travail pour les bouquins. Là, c'est un petit peu tous les livres. Alors, il en manque, hein, parce que j'ai fait une quarantaine de bouquins jusqu'à présent. Mais donc là, aujourd'hui, on a La Force des femmes, qui sera en dédicace. Abyssinie, on n'a pas réussi à l'avoir pour ce soir, désolé. Pourtant, c'est quand même c'était le bouquin qui retrace un petit peu tous les... On parle de Monfred, de Rimbaud. Monfred est mis en scène aussi dedans, donc c'est un petit peu dommage. Les voyages d'Ibn Battuta, alors peut-être vous connaissez Ibn Battuta. Ça, c'est un gros bouquin, ça fait un peu plus de 200 pages, ça fait 240 pages, c'est chez Dupuis. Et Ibn Battuta, c'était un voyageur, pour les Marocains, oui, il est très connu, pour les Français, pas trop. En fait, on va dire, c'est le pendant de Marco Polo, sauf que Marco Polo avait des velléités de commerce. Ibn Battuta, on est au XIVe siècle. Ce qui l'intéresse, lui, ce sont les femmes et la visite des lieux saints, éventuellement, mais surtout se balader le long des communautés musulmanes de l'époque, qui partaient quand même de l'Espagne jusqu'en Chine. Donc il a fait plus de 120 000 km au XIVe siècle, en 30 ans de voyage. Donc je parle de ça aussi. Alors après, il y a un petit peu de tout. Il y a les carnets de voyage aussi. Retour du Tchad, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Retour du Tchad, par exemple, c'est un voyage en pirogue sur les traces d'André Gide. André Gide, dans les années 30, a fait un bouquin, a fait ce voyage qui s'appelle Voyage au Congo, Retour au Tchad. Et il emprunte avec une canonnière tout le fleuve Congo, le Chari, le Logone, entre le Cameroun, le Tchad, jusqu'au lac Tchad. Et nous, on a repris un petit peu le trajet, mais en pirogue. Voilà, pour essayer de voir ce qui avait changé à 80-90 ans de différence avec ce que lui avait vu. Donc c'est intéressant. Bon, il y a un petit peu de tout, on va voir ça. Donc on parlait d'Ibn Battuta. Donc c'est un travail que j'ai entrepris avec un romancier marocain qui malheureusement est décédé au bout d'un mois où on a commencé à bosser. C'était pas de chance. Alors je sais pas si c'est moi qui porte la poisse, mais en tout cas... Il y en avait plusieurs. Comment ça? Il y en avait plusieurs qui sont morts, qui ont travaillé avec vous. Alors, je peux... oui, il y en a 15, mais... Non, mais c'était terrible quand même, hein. C'était une histoire un peu... Et du coup, j'étais... à Cala, il avait fait une adaptation de la Rila. En fait, la Rila, ça veut dire relation de voyage, un petit peu, en fait. Ibn Battuta, au bout de ses 30 ans de voyage, a dicté ses mémoires au sultan de Fès, au scribe du sultan de Fès, pour en faire... alors, il y a une traduction qui est faite, il y a 3 bouquins de 400 pages qui sont édités à la découverte, mais il y a des passages qui sont absolument habitables, hein, parce que il parle de dynastie, de sultan, de Delhi pendant 40 pages, enfin, c'est des trucs qu'on peut sauter, mais par contre, le récit est intéressant. Donc j'ai été obligé de me farcir les 3 volumes quand même, puisque M. Akalai étant décédé, voilà. Mais c'était un vrai bonheur quand même de voir ça. Donc on passe, en fait je me sers du prétexte du dessin, encore une fois. Je fais de Ibn Battuta un dessinateur, alors qu'il ne peut pas être dessinateur à son époque, parce qu'il vient du Maroc, et la pratique de l'islam à ces époques, comme même un petit peu aujourd'hui. Pardon? C'est haram. Oui, il proscrit le fait de dessiner la nature, enfin, pas vraiment la nature, mais en tout cas la figure humaine, etc. etc. Voilà. C'est pour ça qu'on a beaucoup de calligraphie, beaucoup d'arabesques, enfin de choses comme ça dessinées avec et je fais de Ibn Battuta un soufi, ce qui ne peut pas être, parce que dans cette branche de l'islam, dans le soufisme, dessiner la nature, dessiner l'homme, etc., c'est rendre hommage à Dieu, puisque c'est rendre hommage à une création de Dieu. Donc c'est une partie de l'islam. Donc je transforme ce Marocain du 14e en soufi pour qu'il puisse dessiner et me servir de mes propres dessins de voyage, puisque j'ai à peu près fait tous les voyages que lui a fait, enfin jusqu'en Chine, etc. Il passe vraiment... je vous parlais du Sri Lanka tout à l'heure, j'ai habité quelques temps au Sri Lanka aussi, il passe aux Maldives, il passe en Inde, où je suis allé voir la mosquée qui est encore debout, où il est passé au XIVe siècle. Enfin voilà.
Donc je me sers de ce prétexte pour le faire dessiner, puis pour mettre mes dessins à moi dans le bouquin. Voilà. Donc je passe au Maroc, en Algérie, évidemment en Égypte, etc. Donc ça c'est une petite sélection. Voilà. Excusez-moi. Oui. Les dessins que vous faites, c'est en fonction de ce qu'il a écrit, de ce qu'il décrit. Oui, absolument, oui. C'est-à-dire que c'est une espèce de va-et-vient entre son écriture et mes voyages. C'est-à-dire que il y a des voyages que j'avais déjà entrepris avant de lire, évidemment, Larilla, avant de lire ce qu'il avait écrit. Et puis il y avait donc j'avais beaucoup de matériel déjà. Puis il y a des voyages, des endroits où je suis allé. Donc je parlais de l'Inde tout à l'heure. Donc j'ai organisé pareil, encore une fois, avec les instituts français de Delhi, et, enfin en tout cas les services culturels de l'ambassade à New Delhi, et le Kerala qui est dans le sud où il est passé, pour pouvoir aller dessiner les endroits spécifiques où lui était passé. Alors le lecteur ne verra pas la différence vraiment entre hier et aujourd'hui, puis entre une photo qu'on aurait pu prendre sur internet, mais moi j'ai cette satisfaction-là et ce bonheur-là d'aller vraiment sur place et de dessiner, de trouver mes angles et de faire vraiment les choses. Alors après, évidemment, je travaille, on va y arriver, je travaille à l'atelier aussi après pour les planches de BD. Alors là, je vous montre un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire que moi, je fais des crayonnés où je réutilise des dessins que j'ai fait sur place. Bon, en l'occurrence, là, c'est une scène de dialogue donc qui est assez inspirée des peintres orientalistes, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont un peu férus de ça. Mais on a une iconographie, on a une documentation très romantisée, hein, très romantique des orientalistes, mais qui, pour la bande dessinée, est absolument succulente, parce qu'on peut s'approprier des univers, des atmosphères, et combiner ça avec des dessins de voyage sur le terrain, et de mélanger tout ça pour donner une vraie patte, une vraie atmosphère, etc. Donc, moi, je travaille beaucoup au café. Alors, je fais un crayonné assez rapide, donc au crayon ou au feutre sur calque. Après, je me mets sur la table lumineuse. Une table lumineuse, c'est une grande table avec des néons dessous. Hein, enfin, maintenant, c'est des LED, ça chauffe moins. Je mets du papier aquarelle parce que je travaille à l'aquarelle et au café. Donc, c'est pour ceux qui dessinent, c'est un 185 grammes, c'est du papier arche, donc c'est un papier qui a une bonne main, une bonne tenue. Et je fais un premier jus, ce qu'on appelle un premier jus, qui est au café. Ça, c'est vraiment le café. Donc, je me fais un petit café le matin. Et puis, ce café, je trempe mon pinceau dedans. C'est vraiment le café qui a été fait en direct pour boire, qui est utilisé. Il a alors, sur tous les livres, c'est une tonalité qui est extraordinaire pour dessiner, pour avoir les tons chers, ça c'est super. En tout cas, pour le désert, pour l'atmosphère, pour la matière, pour les murs, etc. Donc c'est une vraie base absolument incroyable. Et ensuite, je monte en contraste avec l'aquarelle. C'est-à-dire que je choisis un angle, je choisis d'ouvrir la lumière. Bon là, on n'a pas un super rendu, hein, après c'est un jeu d'ombre et de lumière. C'est-à-dire qu'on choisit d'où vient la lumière. Et vous voyez, si le soleil vient d'ici ou la lumière vient de là, toutes ces parties-là sont plus claires. Et moi, je remonte. En fait, l'aquarelle, on part du plus clair vers le plus foncé toujours. Et on monte les ombres comme ça. C'est ce qui donne le volume au personnage. En bande dessinée, c'est ça mais même en dessin de voyage. Sinon, on serait vraiment plat, on serait en 2D, et là, on essaye de donner un simulacre de 3D grâce aux ombres et aux lumières. Enfin, c'est vraiment ça qui porte le dessin. Et moi, j'ai un dessin de couleurs, c'est-à-dire le noir et blanc, je suis assez mauvais en noir et blanc. Moi, je travaille essentiellement à l'aquarelle et au café pour tous mes ouvrages, en fait. Donc ensuite, une fois que ça s'est fait, une fois que la couleur est montée, après, je disais sans IA, mais avec l'ordinateur quand même un petit peu, on a des outils, il faut s'en servir. Hein. Donc je scanne la planche, en BD on appelle ça une planche, je scanne la planche, je nettoie tout ce qui est bavé autour, vous voyez, entre les vignettes, il y a du voilà. Et je monte ensuite le texte, les dialogues, avec des bulles, mais qui sont apposés après sur Photoshop, sur le logiciel de l'ordinateur qui s'appelle Photoshop, avec une typo, l'écriture, qui est mon écriture à la main, mais qui a été vectorisée pour en faire une fonte, comme l'Helvetica, l'Arial, etc. Sauf qu'elle s'appelle la Joël, modestement. Voilà. Et c'est vraiment pratique pour les corrections de texte, d'orthographe, etc. Donc c'est fabuleux. Voilà un petit peu le process d'une bande dessinée.
Alors j'avais fait une adaptation chez Casterman aussi d'un... J'aime bien ces périples et puis ces voyages-là, c'est quand même un petit peu l'essence de mon travail en bande dessinée et en carnet. Et j'avais fait une adaptation en 3 tomes d'un roman d'Amin Malouf, peut-être vous connaissez ce romancier, qui est un romancier franco-libanais qui est prix Nobel, qui est pas prix Nobel, n'importe quoi, qui est... non, le prix Nobel, c'est un autre. Avec le siècle de Béatrice, je crois. Le rocher de Tagnos. Le rocher de Tagnos, merci. Heureusement qu'il y a des gens... voilà. Et c'est un type extraordinaire, enfin, qui est féru d'histoire, de voyage. Et là, on est au XVIIe siècle, là, on n'est plus au XIVe, on est au XVIIe. Et puis c'est une très belle histoire, ce Baldassare, qui est un chrétien d'Orient. Donc qui est basé au Liban, et puis on lui donne un livre absolument incroyable. On est en 1666, donc c'est 666, c'est l'année de la bête, donc l'apocalypse est à nos portes, mais le détenteur de ce livre pourra contrecarrer la malédiction, le mal, et voilà. Sauf que Baldassare c'est un commerçant, donc il vend le bouquin, et puis et le bouquin s'en va, on ne sait pas où. Et toute l'histoire du roman et de l'adaptation de bande dessinée, c'est cette quête à travers tout le Moyen-Orient, jusqu'en Italie, jusqu'à Gênes, à la recherche de ce livre. Voilà. Et puis, en fait, il ne se passe rien. Hein, donc voilà, on est toujours là. Donc c'était une belle aventure. Donc Retour du Tchad, on en a un petit peu parlé, donc c'est assez intéressant de voyager. Alors il y a plein de moyens de voyager, donc évidemment il y a l'avion, il y a le train, la voiture, et puis il y a le bateau, il y a la pirogue, et ça franchement c'est un des moyens les plus... et le vélo aussi, ça c'est un truc super. Je travaille en ce moment sur ça j'en parlerai après, mais sur un super sujet sur le tracé de la Grande Muraille Verte, mais ça on en parlera après. La pirogue c'est extraordinaire parce qu'on fait, alors je ne sais pas si on dit cabotage pour de la pirogue, mais en tout cas on passe sur Logon et le Chari, c'est un petit peu la frontière entre le Cameroun et le Tchad, et on passe d'une rive à l'autre en fait, et c'est absolument incroyable au niveau de la découverte des populations, des habitats, de la manière de faire. Alors c'est un peu terrible ce que je vais dire, mais côté Tchad c'est complètement désertique, et de l'autre côté du fleuve c'est tout vert. Les Camerounais ils ont des pompes, ils irriguent, ils font des jardins, et côté tchadien à cet endroit-là c'est une catastrophe. Alors qu'il y a des endroits au Tchad, et notamment dans l'Enedi, qui est la partie nord, à la frontière de la Libye, l'Enedi, c'est un désert incroyable, je crois que j'ai des images, qui était, là il y a des palmeraies, et dans les palmeraies il y a, c'est un espèce d'écosystème sous les palmiers, en fait il y a des potagers, c'est incroyable la richesse de ça. Donc c'est bizarre, mais c'est assez rigolo de découvrir tous ces endroits-là. Donc on est aussi au niveau des hippopotames en pirogue, ce qui est assez flippant, parce que l'hippopotame c'est quand même un animal assez impressionnant, et surtout quand il vous charge, et que heureusement que vous avez un piroguier agile, parce que c'est très... C'est assez... Ouais, les hippos c'est assez dangereux. Donc voilà, alors ouais, on parlait d'Enedi. Alors ce qui est assez incroyable dans cet endroit, vous voyez, hein, je sais pas si mes dessins rendent un peu ça, mais c'est le Sahara, hein, c'est des grandes dunes de sable et puis des grandes étendues de sable, et puis de temps en temps vous avez ces espèces de comment on appelle ça, de promontoires, en pierre, comme ça, avec des grottes, etc. Et on trouve exactement la même typologie en Arabie Saoudite de l'autre côté. C'est le même type de désert, le même type de roche, le même type de grotte, et pareil avec des gravures rupestres de la même manière, parce que là on trouve des gravures de rupestres, alors de girafes, de lion. Pardon ? De lion, j'en ai pas vu, mais possiblement, mais j'en ai pas vu. Mais surtout de bétail, en fait, beaucoup de bétail. Donc ce qui voulait dire que ces étendues-là, il y avait au moins de la savane, il y avait au moins un petit peu d'herbe pour pouvoir nourrir tous ces troupeaux. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et de l'autre côté, en Arabie Saoudite, c'est pareil, on a les mêmes choses. Pareil, des gravures rupestres de vaches, de dromadaires aussi. Ici aussi, on a des dromadaires. Mais ce qui est étonnant aussi de girafes. Je ne savais pas qu'il y avait des girafes en Arabie Saoudite.
Donc voilà, j'y cours. Et puis aussi de légionnaires romains du côté d'Alboula. Alors ça, c'est encore un truc absolument incroyable. Et, des gravures qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ, où on a des gravures de légionnaires romains. Donc c'est un endroit assez magique. J'ai passé 15 jours là à bivouaquer, aller dans les gueltas. Alors il y a beaucoup de lacs. Il y a des lacs salés, des lacs d'eau douce. Il y a une guelta qui s'appelle la guelta d'Archet, où il y a des crocodiles du Nil qui sont restés emprisonnés. Enfin, c'est un truc assez fou. Et il y a de l'eau, en fait. Il y a de l'eau. Donc, mais c'est un endroit assez magique pour dessiner. Là, on n'est pas emmerdé par les touristes. Hein. Pour le coup. Oui. Bah, en fait, la chance aussi un petit peu que j'ai dans les pays que je parcours, c'est que ce ne sont pas vraiment des pays très touristiques. Enfin, le Tchad, c'est pas un pays qui est... Bah, c'est pas plus dangereux que ça. Hein. Alors, c'est pareil quand on... Là, c'est très compliqué d'avoir des... C'est même impossible d'avoir des visas pour le Mali, par exemple, ou le Burkina. Mais c'est des zones... au Burkina, c'est des dangers qui sont mouvants, un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Bon, il y a, là, en ce moment, c'est vraiment le nord du Burkina, où il y a des groupes armés qui sont là, qui attaquent les écoles, etc. Donc ça, c'est un vrai problème. On ne parle pas de Boko Haram ou de choses comme ça. On parle de groupes armés parce qu'il y a aussi bien des bandits qui n'ont qu'une idée, enfin je sais pas si qui veulent vous détrousser, vous piquer votre portable, votre bagnole, votre machin, mais après il y a effectivement des groupes armés qui sont plutôt, et ça c'est aussi dans le nord du Burkina, qui sont, comment dire, qui interviennent beaucoup dans les écoles pour interdire l'enseignement, notamment l'enseignement du français, l'enseignement qui n'est pas conforme à la charia et qui n'est pas conforme à... Voilà, donc il y a mais ça, on sait que c'est pas possible d'y aller, etc. Mais au Mali, par exemple, c'est une zone, alors c'est majoritairement rouge, selon la... Vous savez, il y a des catégorisations par le ministère des Affaires étrangères, en fait, quand vous regardez, c'est orange, rouge, etc. Dans le Mali, c'est vrai que c'est majoritairement rouge, mais c'est surtout qu'on ne peut pas avoir de visa pour le moment. Donc, moi, j'ai un très bon copain qui est un écologe du côté de Bamako, et bon, lui, il y va parce qu'il a un visa permanent, mais c'est impossible d'aller le voir, enfin, ce qui est fort dommage. Non, en ce moment, il faut mieux éviter les pays du Sahel quand on est français. Ouais, alors, mais pareil, moi je vais beaucoup en Mauritanie. Quand on est français, oui. Ouais, pour les Français, ouais. J'en reviens. Ouais, bah, oui. Mais c'est vrai qu'en Égypte aussi, parce que je connais beaucoup de gens qui sont partis en Égypte il n'y a pas longtemps, ils me disent qu'il n'y a pas de français, par contre c'est bourré d'anglais, d'australien. Apparemment les français ne sont pas gratuits. Alors, il y a aussi des... Enfin, comment dire, je vais beaucoup en Mauritanie en ce moment, en fait, et c'est pareil, toute une partie de la Mauritanie est classée, enfin en tout cas pour les fonctionnaires, c'est-à-dire les gens du consulat, de l'ambassade, etc., c'est interdit. Ils ne peuvent pas sortir de la zone... La partie est qui est frontalière. Mais voilà. La Mauritanie a fait des vrais efforts, voilà, de différentes manières, mais ce qui a permis effectivement au tourisme de reprendre dans une grande partie du... Ouadane, Chinguetti, là on croise des Hollandais, on croise aussi quelques Français, ouais. Et voilà. Mais ça reste interdit aux fonctionnaires, par exemple. Donc ça reste interdit. Le directeur de l'Institut français ne peut pas aller à Chinguetti, par exemple. Bizarrement. J'y étais il n'y a pas longtemps. Bah, alors ça a peut-être changé tout récemment. Alors. Ça a peut-être changé, mais ouais. Après c'est une décision de l'ambassadeur. Exactement, voilà. Mais qui sont des endroits magiques. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Mauritanie, je pense que c'est un des pays du Sahel où on peut encore... et alors, en fait, c'était... ouais, c'est incroyable. C'est pareil, on a des grandes dunes de sable, etc. Et puis il y a des villes comme Ouadane qui sont des... ou Chinguetti qui sont des villes en pierre, avec des minarets en pierre. Ah, c'est con, j'ai rien là. Et il y a des bibliothèques à Chinguetti avec des manuscrits, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça, des manuscrits qui datent du 16e, 17e siècle, on ne sait pas trop bien dater, des choses plus récentes. Mais comme c'était sur la route de Tombouctou, il y a eu des échanges, il y a des traités de médecine. Moi j'ai vu des trucs enluminés, mais qui sont... alors ils ont des gants blancs comme ça, mais c'est dans des étagères pleines de sable, enfin, c'est un truc absolument incroyable. Et bon voilà, bref, c'est des endroits magiques. Voilà, alors on revient un petit peu à Montfred peut-être, on recentre un petit peu. Alors Fierté de faire, c'est un carnet que j'ai fait sur le Djibouti éthiopien dont on parlait.
Alors, Rimbaud en parlait déjà, donc c'est beaucoup plus tôt hein, que Monfred. Hein. On parle des années 1880, je crois, quelque chose comme ça. Alors, j'ai plus les dates, mais il écrivait beaucoup. Rimbaud écrivait énormément. Pas comme poète, hein, évidemment. Il a arrêté officiellement d'écrire à l'âge de 17 ans, mais il écrivait énormément. En fait, il voulait être publié dans les revues comment dire, alors j'ai plus les mots là, bref, il était un peu découvreur, il y avait des endroits, alors il écrivait pour être publié dans les revues de géographie, enfin en tout cas voilà. Et il écrivait aussi au gouverneur, il écrivait en disant qu'il fallait absolument un train qui parte de Djibouti pour aller jusqu'en Éthiopie, etc. Donc il était un peu précurseur, il avait déjà commencé à parler de tout ça. Et ce train donc, a été installé par les Français. Je suis très mauvais en date, donc je peux plus, je sais pas vous dire, mais c'est vers les années 1900 en fait, hein, 1890-1900. Aujourd'hui encore, il y a des machines Alstom, donc c'est rigolo, et donc c'est un train de voyageurs, de marchandises, qui parcourt tout le territoire de Djibouti jusqu'en Éthiopie, jusqu'à Addis Abeba, et imaginez un petit peu comme le Far West, en fait, comme quand ils ont commencé à construire le train au Far West, c'était un peu la même chose, il y avait les Afars et même les Issa et les Somalis qui attaquaient le train, en fait, comme si c'était une... voilà. Puis finalement, le train est monté. Et ce qui est rigolo, c'est que toutes les gares qui ponctuent le trajet sont des gares, vous croyez, un petit peu en Franche-Comté, ou enfin, ce sont des gares d'un modèle très européen. Alors, donc qui monte jusqu'à la gare d'Addis Abeba, qui, elle, a été construite dans les années 30, en 1936, je crois, et qui est une gare avec une architecture années 30 classique, enfin très reconnaissable, qui est absolument somptueuse. Voilà. Alors les cheminots jouent aux boules depuis la création du train. Ils jouent aux boules, il y a des terrains de boules, même dans la gare d'Addis Abeba, il y a encore des terrains de boules, c'est assez incroyable. Et donc là, maintenant, le trajet s'arrête, comme je disais tout à l'heure, à Dire Dawa, où Monfred a habité, est allé, avait monté cette usine électrique. Et il y a toutes les machines en fait, qui sont là, il y a les ateliers qu'on peut visiter. Hein. On peut visiter ces ateliers, ils démontent une machine pour en construire une autre parce que les pièces n'existent plus, mais voilà. Donc c'est un endroit assez incroyable. J'ai fait ce bouquin avec Idriss Youssouf, qui est un grand ami djiboutien, qui est poète, qui était conseiller du président ou du ministre, je ne sais plus quoi en fait, mais qui est un très bon ami depuis 30 ans, voilà, qui est poète. Et Claude Jancola qui est décédé, vous voyez c'est le deuxième, hein. Mais là c'est pas... ça fait 3. Et Claude Jancola qui est un Rimbaudien, qui était un petit peu, qui se tirait la bourre avec Bauer, je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là, enfin bref. Et il se considérait un petit peu comme le fils spirituel de Rimbaud, donc c'était assez poignant, et il a écrit plein de passages assez succulents. Voilà. Donc Abyssinie, que vous ne verrez pas en dédicace ce soir, j'ai appelé ça Abyssinie, alors que c'est un terme qui est plus usité, hein, évidemment, mais qui est... donc c'est une espèce de récit dessiné et épistolaire où j'écris et je raconte, en fait, j'écris des lettres à mon amoureuse pour lui... parce que comme disait Blaise Cendrars, quand on aime, il faut partir. Donc voilà, donc je laisse tout tomber et je pars quelque temps à travers la corne de l'Afrique, entre l'Éthiopie, un petit bout de Somalie, Djibouti, etc. Et puis toute l'Éthiopie. Alors l'Éthiopie, c'est immense, hein, mais des endroits où, encore une fois, on ne peut pas trop aller aujourd'hui, enfin là, c'est même assez déconseillé, c'est Lalibela, Gondar, qui sont dans le Tigré. Donc là, je ne sais pas si il y a eu des problèmes entre le Tigré et le gouvernement, voilà, une velléité d'indépendance. C'est pas... Enfin voilà, il y a eu une petite guerre civile, quoi, comme il y en a beaucoup. Avant, on avait la guerre avec l'Érythrée. Donc bon, enfin, c'était compliqué parce qu'il y avait un conflit entre l'Érythrée qui voulait l'indépendance et voilà, qu'il a eu. Mais donc j'ai cette chance de parcourir depuis de nombreuses années, donc je connais bien la région, et Lalibela, Gondar. Alors Lalibela, vous avez dû voir ça doit vous parler, Lalibela, ce sont des églises qui sont taillées dans la pierre. En fait, il y a 9 églises qui sont taillées, et puis on peut passer d'une église à l'autre, donc des églises chrétiennes orthodoxes, ce qui est quand même
l'Éthiopie reste un des pays un petit peu isolés au milieu de tous les pays, entre le Soudan, le Yémen en face, l'Arabie Saoudite, enfin tous ces pays-là sont des pays musulmans, et il y a quand même l'Éthiopie qui est un endroit assez incroyable en fait, hein, qui nous parle quand même de temps assez reculé, parce que c'est la reine de Saba, le roi Salomon. L'Arche d'Alliance est en Éthiopie. Vous saviez que l'Arche d'Alliance, Indiana Jones, il s'est un petit peu vautré pour aller la chercher en Égypte. L'Arche d'Alliance est à Aksum. Aksum, c'est l'ancienne capitale de la reine de Saba. Et donc il y a une église à Aksum où l'arche est conservée, et le gardien est aveugle c'est une charge qui se transmet, et le type qui devient gardien à son tour devient aveugle au bout de quelques temps. Donc l'arche a vraiment un pouvoir absolument incroyable. Mais il y a une vraie croyance dans l'arche. Ça fait partie vraiment de la mythologie de la religion chrétienne orthodoxe éthiopienne, à tel point que Haïlé Sélassié était convaincu de gagner la guerre grâce à l'arche. Mais comme quand il a voulu la récupérer, les prêtres ont dit non, nous on l'a planqué au cas où, donc il a perdu. Il a perdu contre Haïlé Sélassié. Mais il était convaincu, les Éthiopiens sont convaincus de ça. L'Arche d'Alliance qui a été déposée d'abord, en fait, vous connaissez un peu l'histoire, je vais la faire brève, mais c'est la reine de Saba qui entend parler de la magnificence, de la sagesse, de la richesse du roi Salomon, décide de rejoindre Israël et d'aller voir Salomon. Et il tombe éperdument amoureux. Enfin, elle tombe éperdument amoureux de lui, mais lui, il avait beaucoup de femmes, etc. Bref. Et de cet amour naît un garçon qui s'appelle Ménélik, donc qui est le premier empereur d'Éthiopie. Ménélik qui grandit à la cour du roi Salomon, donc avec des copains, des prêtres juifs, etc. Et puis à un moment donné, il se dit, quand il commence à être un petit peu... il sort de l'adolescence et se dit je vais retourner, sa mère est retournée au royaume de Saba, donc il dit je vais retourner voir ma mère, et puis il redescend d'Israël comme ça. Et puis au bout d'un moment, pendant le voyage, il s'aperçoit que ses copains avec qui il a voulu descendre voir sa mère, ils ont emporté un petit souvenir d'Israël, et ils ont piqué la vraie Arche d'Alliance, ils ont piqué l'Arche d'Alliance. Alors donc Salomon s'en aperçoit, mais il dit mais c'est bien, parce que comme ça la foi... notre Dieu pourra se répandre, etc., à travers l'Afrique et à travers... voilà. Et donc la première étape de l'Arche d'Alliance, elle est déposée pendant quelques années sur une île du lac Tana, qui est un lac en Éthiopie. Et c'est un endroit pareil, c'est un endroit assez magique, parce qu'il y a des comment dire, c'est pas des abbayes, mais des... Je cherche le nom, avec des prêtres. Pardon ? Des monastères, merci beaucoup. Qui sont tout décorés avec l'iconographie qu'on retrouve dans beaucoup de peintures éthiopiennes, etc. Et l'arche est restée pendant un certain temps ici. Voilà. Donc ça c'est le Harar, c'est un autre endroit. Alors le Harar, on en parlait tout à l'heure, c'est la 4e ville sainte de l'islam. Alors dans un pays majoritairement chrétien orthodoxe, il y a cette partie-là qui est le Harar, qui est proche de Djibouti, donc les endroits où mon Fred allait, qui est musulmane et de langue somali. Donc c'est une particularité, et qui a été longtemps occupée par l'Empire ottoman. Il y avait beaucoup de négociants indiens, etc. Donc on a une architecture qui est assez marrante, qui est à la fois un peu indienne, qui n'est pas du tout africaine, hein. Enfin, on est vraiment au-delà de... si on parle de Gondar aussi en Éthiopie, Gondar, ce sont des châteaux, on est au milieu des montagnes, et on a comme des châteaux en Suisse, en fait. On a des châteaux en pierre, etc. On est complètement... on n'a pas cette image de l'Afrique, hein, vraiment pas avec l'Éthiopie. D'ailleurs, les Éthiopiens disent, nous on n'est pas africains, on est Éthiopiens. Les Africains, c'est les autres là avec les gros nez. C'est pas moi qui dis. Hein. Donc voilà les rues du Harar. Alors Harar, c'est quand même magique, parce que c'est là où Arthur Rimbaud a passé les 10 dernières années de sa vie. Donc il est mort à Marseille, encore un. Il est mort à Marseille, mais il a passé les 10 dernières années de sa vie. Il haïssait ce pays comme il l'aimait, en fait. Hein. Dans les lettres d'Abyssinie, parce qu'il y a des recueils de sa correspondance avec sa mère et sa sœur,
qui est assez abondante, qui a été recueillie, qui est assez passionnante, parce qu'on a vraiment un regard de commerçant, parce que Rimbaud était devenu vraiment... il avait une obsession, il avait deux obsessions. Il avait peur de se faire rattraper parce qu'il n'avait pas fait son service militaire. Donc c'est une obsession qui l'a hanté quasiment toute sa vie. Et la deuxième obsession, c'était de faire fortune et de se marier. Voilà. Et l'écriture n'était plus une obsession pour lui. C'était un truc dont il avait fait table rase. Et ces lettres d'Abyssinie, ces correspondances sont assez passionnantes parce que c'est vraiment l'homme qui parle, enfin, ces détresses qu'on peut comprendre. Enfin, je ne me compare pas du tout à Rimbaud, rien du tout, mais quand moi j'ai dû, à mon époque, on avait le service militaire qui était obligatoire. Voilà, bon, il y en a beaucoup peut-être qui ont fait leur service militaire, voilà. Et moi j'ai une chance absolument incroyable, c'est de le faire d'une manière un petit peu proche de mon métier. C'est-à-dire que moi j'ai fait une école d'art appliqué à Paris, j'ai fait l'école Boulle, j'ai fait 6 ans à Boulle. Et il y avait, on parlait du ministère de la Coopération, il y avait un fêlé au ministère de la Coopération qui recrutait des jeunes dans les écoles d'art appliqué. Et donc on était toute ma promo, il y a un mec qui a entendu parler de ça, il a dit tiens, il y a Chastanier au ministère, il cherche des gens pour partir en Afrique. Wow, on s'est tous engouffrés là. Donc on a jamais fait, moi j'ai jamais vu un Rangers sauf ni un uniforme ni rien. Et on avait, alors c'était le pompon quand même, on avait des cartes je sais pas, de sous-officiers ou je sais pas quoi qui nous donnaient accès à tous les messes, à la marine, à l'armée de terre. Et donc on se faisait des festins parce qu'on mange très bien dans les messes des officiers dans l'armée, donc on se faisait des super trucs. Et moi j'avais une 4L toute pourrie, mais j'avais une 4L avec des plaques diplomatiques, et cette carte, j'ouvrais la fenêtre de ma 4L, je faisais repos et puis on partait. C'était dégueulasse. Mais on mangeait super bien. Et pourquoi je dis ça, c'est que j'ai été, moi je vivais chez mon papa et ma maman, voilà, et puis je me retrouve du jour au lendemain, je me retrouve en Afrique, donc c'était à Djibouti. C'est pas le Djibouti d'aujourd'hui, hein, on parle de ça, c'était dans les années 1990, donc on n'est pas tout jeune. Hein. Et j'arrive et bon, l'ambassade avait une maison pour nous, c'était les VSN, Volontaires Service National, c'était VSN. J'avais une maison, une super maison, je gagnais, à l'époque c'était en francs, je gagnais 10 000 francs par mois. C'était du délire, juste pour faire de la culture, faire le ciné-brousse dans les villages, enfin c'était absolument génial comme condition, mais sauf que moi je me suis retrouvé du jour au lendemain de ma petite banlieue parisienne avec mes parents, dans un quartier avec que des noirs, et j'ai cru que j'allais me faire égorger la première nuit, quoi. Enfin, c'est une espèce de solitude intense dont je me rappelle toujours aujourd'hui. Sans repère, enfin vraiment complètement, bon, un truc qui s'est estompé très très vite et ça m'a ouvert vraiment l'esprit. Je remercie tous les jours d'avoir pu faire ces presque 2 ans en Afrique à cet âge-là, j'avais 24 ans. C'était vraiment, ça ouvre l'esprit sur plein de choses, sur le racisme, sur l'ouverture aux autres, sur des milliards de choses qui m'ont façonné aujourd'hui. Sans parler du plaisir de dessiner sur place, etc. Ça c'est encore un autre sujet, mais au niveau humain, c'était quelque chose d'incroyable. Mais c'est vrai que la première semaine a été assez anxiogène, assez terrifiante. Et je m'imagine, je ne peux pas m'empêcher de penser à Rimbaud qui se retrouve au Harar. Alors il faut imaginer le Harar, c'est quand même presque à 2000 mètres, enfin, c'est coupé de tout. C'est une espèce de ville entourée de remparts où il y a des chiens et des hyènes, c'est un truc. Et il se retrouve tout seul avec un comptoir pour faire du commerce de café et du commerce d'autres choses d'ailleurs. Et il se retrouve tout seul avec une solitude incroyable. Et ça, on le retrouve dans ses courriers, si vous avez l'occasion, dans ses lettres d'Abyssinie. C'est assez poignant. C'est vraiment, moi j'adore ce Rimbaud-là en tout cas. Voilà. Là on passe un petit peu au côté de Djibouti. Alors, Djibouti c'est un pays qui est assez fascinant aussi. C'est vraiment une enclave. Alors c'est pas une colonie, une ex-colonie française, comme qui a été conquise par les armes, ou comme ça a pu être en Algérie, ou comme ça a pu être Djibouti. Ça a été un bout de territoire qui a été acheté au sultan de Tadjoura. Et après, donc ça a été monnayé, c'est un espace qui a été monnayé. Et ensuite, qui s'est étendu, la capitale s'est décalée c'était Obok ou Tadjoura, je ne sais plus, s'est décalée à Djibouti, voilà. Et maintenant qui est une grande ville, mais qui n'est pas encore une de ces grandes mégapoles africaines comme Kinshasa ou Addis Abeba, qui est devenue Addis Abeba. C'est un truc absolument incroyable, tellement c'est foisonnant de monde. Je ne sais pas combien de millions d'habitants, enfin
Voilà, donc là c'est ce qu'on appelle le lac à Salles. Et alors, j'ai eu la chance, alors j'en parle pas là, mais j'ai fait un petit bouquin qui n'est pas là, qui s'appelle... enfin, j'ai refait le trajet, j'aime bien faire ça, qu'avait fait Kessel dans un bouquin qui est présenté dans l'exposition, qui s'appelle Fortune carrée. Je ne sais pas si des gens ont lu Fortune carrée. Alors, Joseph Kessel, c'était un journaliste, lui aussi il est mort. Ouais, ça fait 4. Joseph Kessel était journaliste et romancier évidemment, il avait une appétence aussi pour l'Afghanistan, pour ces territoires-là, voilà. Et dans Fortune carrée d'ailleurs, ou dans Les Cavaliers de Kessel, il parle beaucoup de ça. Et dans le début de Fortune carrée, il parle aussi des cavaliers, on est en Afghanistan, etc. Et puis, il doit faire un sujet sur le trafic d'esclaves. Puis on lui dit, attends, il y a un truc super, il faut que tu ailles à Djibouti, parce qu'il y a un type, il s'appelle Monfred, il fait du trafic d'esclaves, donc tu peux faire un reportage, un sujet sur lui, c'est génial. Alors Kessel va à Djibouti, et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a une grande sympathie qui se fait entre Monfred et Kessel, etc. Il s'aperçoit qu'il ne fait pas du tout de la traite d'esclaves, qu'il fait un peu de trafic d'armes, un petit peu de trafic d'opium, un petit peu de choses comme ça, mais pas d'esclaves. Et il écrit Fortune carrée. Et il y a tout un périple qui passe par l'Oued Kalou. L'Oued, vous voyez ce que c'est un oued, hein, c'est un fleuve à sec, bon, bref. On peut le faire. Moi j'ai fait une caravane de dromadaires par l'Oued Kalou, et on arrive sur le lac à Salles, donc le fond du Goubet. Le Goubet, c'est une espèce de anse dans le détroit de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb, ça veut dire la porte des larmes, parce que c'est très agité, il y a des courants, etc. Et après on remonte, il y a le Yémen en face, enfin voilà, c'est très... Et donc on arrive par l'Oued Kalou, on arrive sur le lac à Salles, et au bout du lac à Salles, il y a le fond du Goubet, avec l'entrée sur la mer Rouge, voilà. Et dans Fortune carrée, Kessel parle de Monfred en fait, puisque Monfred vient le chercher au bout du Goubet, proche du lac à Salles, avec son bateau, avec son boutre. On appelait ça des boutres, les bateaux qu'avait Monfred en fait. Les boutres, ils sont fabriqués beaucoup dans la péninsule arabique. Ils sont fabriqués en Oman, ils sont fabriqués un petit peu au Yémen, mais moi j'ai vu au Bahreïn, j'étais au Bahreïn l'année dernière, et il y a des grands chantiers de boutres qui sont exportés un peu partout aussi. En Inde aussi, il y a pas mal de fabricants de... Mais on ne les appelle pas des boutres, on appelle ça des dôles, je crois, mais voilà. Bref, ça c'est le lac à Salles. Le lac à Salles, c'est une banquise de sel, alors ça a la particularité d'être en dessous du niveau de la mer. C'est à moins 137 mètres, je crois, un truc, voilà. Et c'est l'un des endroits du globe où il fait le plus chaud. Voilà. Parce qu'en plus, il y a la réverbération de la banquise de sel qui est un truc absolument incroyable. Donc là, une petite mise en scène d'un soi-disant Rimbaud commerçant. Alors là, je travaille sur un album chez Daniel Maguen, sur Rimbaud au Harare. Donc je fais un parallèle et je pars du principe que Rimbaud n'a pas finalement arrêté d'écrire à 17 ans, mais il a continué d'écrire. Donc j'y étais encore au mois de novembre, là, j'étais encore au Harare pour enquêter auprès des soufis, justement. Il y a beaucoup de soufis et il se dirait que effectivement Rimbaud écrivait des poèmes soufis pour le cercle des soufis du Harare. Voilà, mystère. Donc là on parlait des prêtres orthodoxes tout à l'heure, voilà. Enfin en tout cas là c'est 2 prêtres à la Libella, il y a une petite porte de la Libella. On parlait des monastères tout à l'heure, alors ce sont des monastères comme ça, qui sont assez incroyables avec des cloches, voilà. Voilà, donc tout ça ce sont des dessins qui sont faits sur place. Alors Errance en mer Rouge. Errance en mer Rouge, c'est un album qui est un petit peu un hommage à Monfred, mais surtout au Monfred vivant. Il y a un Monfred vivant qui s'appelle Nicolas, qui a été mon modèle pour cet album que j'ai fait en 2015. On était en plein... Il y avait encore beaucoup de pirates. Vous avez entendu parler des pirates en mer Rouge, au sang Indien, etc. Et là, c'était... donc, Nicolas, c'est un copain qui est rentré depuis 2-3 ans de Djibouti, mais qui est là depuis pareil que moi. On est arrivés ensemble. Lui, il était arrivé comme volontaire du progrès. Il était en brousse, il était du côté d'Assamo, d'Ikil, tout ça. Et lui, il est resté. Il a épousé une Somalie, il a des enfants métis... Et c'est un vrai broussard, c'est un Monfred, voilà. Et il a monté une agence de sécurité à Djibouti, où il embauchait des anciens légionnaires, des gens enfin, qui savaient manier les armes, etc. Parce que
les armateurs demandaient, enfin que les assurances demandaient aux armateurs d'avoir des gens armés à bord. Donc tout le business de Nico, c'était d'embaucher des gens, de les former un petit peu au truc et de les mettre sur les bateaux et de les accompagner. Donc il y avait des porte-containers, des pétroliers, tout un tas de bateaux. Voilà. Il n'y avait pas encore, il y a eu une coalition militaire enfin, dans la zone, mais à l'époque, c'était en 2012, 2010, 2012, etc. Il n'y avait pas encore tout ça. Donc c'était assez dangereux, effectivement. Donc moi j'ai eu la chance d'embarquer avec lui quelques fois, etc. Donc il y a des photos à la fin du bouquin qui montrent. Donc je raconte un petit peu ça. Je raconte un petit peu tout ça. Je me mets en scène, voilà, et puis donc je mets des photos à moi aussi de Djibouti, etc. Mais je parle vraiment de cette histoire de piraterie, l'origine, en fait, c'est-à-dire que expliquer tout ça, en fait, qu'à la base, ce sont quand même simplement des pêcheurs qui se sont retrouvés quand il y a eu la guerre civile, quand Siad Barré s'est fait... a été mis de côté. Moi j'étais à Djibouti à ce moment-là, c'était tout s'est fait en même temps. Il y a eu la première guerre du Golfe, il y a eu la Somalie qui a un petit peu sombré dans le chaos, etc. Et je me souviens très bien que c'était les légionnaires qui étaient encore basés à Djibouti, qui allaient récupérer les ressortissants français à Mogadiscio, etc., qui les ramenaient. Voilà. Et la piraterie, elle vient de là un petit peu, elle vient de... Il y a, le siège est à Nairobi au Kenya, en fait c'est dans le Little Mogadiscio, et c'est un peu piloté comme ça, voilà. Bon, après ça a évolué, j'ai enquêté aussi au Kenya parce que je suis allé, lui aussi il est mort. En fait, mais lui il s'est fait tuer à la machette, alors c'est un peu plus violent. C'est un ancien des SAS britanniques, puisque mon ex-épouse est britannique, bref... on a des connaissances, enfin la tante de mon ex-épouse était mariée à un SAS qui lui aussi a monté une boîte de sécurité, et la personne qui s'est fait tuer a monté une société de sécurité, pareil, mais basée au Kenya. Et il s'est fait assassiner dans son lit une nuit par des Somalis qui sont arrivés au Kenya, qui l'ont découpé. Sa femme a sauvé... Elle a réussi à rentrer, ils avaient une safe room, je vois, une espèce de coffre-fort géant là, en disant j'ai des armes, je vais vous les donner, elle s'est planquée, elle a sauvé sa vie. Et c'était assez poignant, même les obsèques, parce qu'il y avait toutes les promos de SAS qui étaient là, enfin c'était un peu... Bref, et donc je raconte toute cette histoire-là sur la piraterie, sur comment ça se passe, etc. Et c'est vraiment... tout ça sont des dessins que j'ai fait au fur et à mesure à Djibouti, un petit peu dans les environs, etc. Donc c'est vraiment très, très documenté. Je crois qu'il est épuisé en fait ce livre chez Casterman. On va peut-être le rééditer parce que, mais bon. Après c'est aussi il y a une petite part d'actualité, donc il y avait une petite part d'actualité. Et donc il y a un parallèle avec mon Fred évidemment, puisque c'est vraiment le Nico que je connais, qui maintenant est rentré, faisait aussi pas mal de trafic, enfin c'était vraiment dans les pas de mon Fred, et il y a ce parallèle, cet aller-retour dans le roman graphique, dans la bande dessinée entre mon Fred, etc. Alors ces bouquins, c'est des bouquins que j'ai, qui sont signés de Henri de Monfred. Voilà. J'avais acheté ça dans une brocante, c'était dédicacé par Henri de Monfred. J'ai deux bouquins, voilà. Avec, donc il y a des planches comme ça, voilà, qui sont... qui reprennent des photos qui existent et qui sont redessinées pour donner un petit peu voilà, tout ça. Donc les boutres, j'ai énormément de photos de boutres parce que j'adore ça, et à Djibouti il y en a des tas. Il y en a encore, de moins en moins, mais il y en a encore beaucoup. Donc ils ont une forme, et puis voilà, il y a des images des pirates, des fameux pirates. Voilà, tout ça c'est dans le roman. Alors ça, là on est à Tadjoura. Voilà, mon Fred. Et alors, il y a une tentative d'essai, une pseudo-commande de Dupuis pour faire un bouquin, ou plusieurs bouquins, ou peut-être une série sur une adaptation des Secrets de la Mer Rouge, qui ne s'est jamais fait. Alors, Dupuis et Guillaume de Monfred ont usé beaucoup de dessinateurs, dont moi-même. On s'est beaucoup usé sur le sujet. C'est un sujet qui est très compliqué, parce que... comme il y a des ayants droit, comme Guillaume de Monfred qui est présent à l'exposition, les ayants droit ont ce devoir de conservation de la mémoire et de ne pas trahir la mémoire, etc. Alors je ne sais pas comment ça se passe, et donc c'est très compliqué
dès qu'on veut faire un petit pas de côté, voilà, moi j'ai essayé de faire des petites planches comme ça, avec mes croquis, mais c'était pas assez classique, c'était pas assez... Enfin, il y a plein de trucs. Alors, au bout d'un moment, on s'épuise, et puis j'ai un peu laissé tomber, mais je suis pas tout seul, je crois. Donc il y a eu voilà, avec des extraits des romans, là c'est des extraits des Secrets de la mer Rouge. Hein. Il possédait un boutre comme ont les pêcheurs de perles, et avait vite recruté un équipage de choix, 2 matelots somalis, Abed et Abdi, ainsi qu'un mousse minuscule, enfin, pour ceux qui connaissent mon Fred. Voilà. Donc c'est avec les boutres, et donc les fameuses voiles, vous voyez ces voiles-là qui sont... Voilà, donc avec mon Fred mis en scène, mais c'est... Voilà, après on est dans du roman graphique, on est dans une adaptation, on est dans quelque chose, mais il faut, pour les ayants droit, que le personnage soit vraiment le personnage en fait, donc c'est très compliqué. Voilà. Et là on est... je trouvais que c'était bien. Je travaille sur l'Algérie aussi, donc c'est ce qu'on appelle une fiction autobiographique. Enfin, c'est pas vraiment une fiction autobiographique d'ailleurs, c'est une autobio. Ça parle de... moi je suis petit-fils d'Algérie, c'est-à-dire mon père est né à Constantine en Algérie. Mes grands-parents sont des... en fait, les Alessandra, c'est une famille de Siciliens qui crevaient de faim dans les années 1900 et qui sont partis en Algérie, qui ont émigré en Algérie. Parce qu'il y avait tout à faire en Algérie, il y avait tout à construire dans ces années-là, il y avait les routes, les chemins de fer, les machins, et puis c'était des tailleurs de pierre en Italie. Et voilà, et jusqu'à l'indépendance, les Alessandra, c'était une des grosses familles d'architectes, d'entrepreneurs, etc. d'Algérie. Mon grand-père avait un des plus grands cinémas, il était foot cinéma, donc il avait construit et il avait l'exploitation d'un des plus grands cinémas de l'Est algérien, la BC. Et voilà, et quand moi j'ai grandi, mon grand-père me racontait plein de choses sur... il avait fait le débarquement en Provence et il avait fait le débarquement en Italie. Il avait fait Monte Cassino, mon grand-père. Et il me racontait ça, il me racontait cette guerre-là. Mais par contre, la guerre d'Algérie, ou le fait de rentrer d'Algérie, il n'y a jamais eu un mot là-dessus. Jamais, jamais. Et moi j'ai grandi avec mon grand-père qui, quand il y avait De Gaulle à la télé, le traitait de tous les noms, voilà. Et du coup, j'avais cette idée un peu farfelue de me dire, mais, enfin pas farfelue, mais de dire, mais alors moi je suis petit-fils de colons en fait, petit-fils de gens qui probablement exploitaient. Et donc je suis parti en Algérie plusieurs fois, j'ai enquêté, etc. Et la réalité, elle est absolument superbe en fait. Enfin, voilà, bon, je vous en dis pas plus. Hein. Il n'est pas en dédicace non plus, voilà. Ouais, mais vous pouvez le trouver sur Amazon, hein, du coup, voilà. Voilà, donc je dessine, il y a des flashbacks, il y a beaucoup de dessins faits sur place. Alors je ne suis pas historien, mais j'essaye de donner un éclairage sur comment ça s'est passé en 62, quand les Pieds Noirs sont arrivés en France, comment ils ont été accueillis, etc. Donc il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Je fais un petit zoom sur la guerre d'Algérie aussi, voilà. La force des femmes, c'est un des derniers bouquins que j'ai fait, donc c'est un petit sujet sur plein de destinations. Alors il y a la Centrafrique, il y a l'Algérie, il y a la RDC, où je parle du docteur Mukwege, que j'ai rencontré à Bukavu, parce que je vais beaucoup en RDC aussi. Je fais de la formation pour des jeunes auteurs de bande dessinée congolais, en fait, du Kivu, sur le lac Kivu. C'est la frontière du Rwanda, pour vous situer. Et là, il y a le prix Nobel de la paix 2018 qui s'appelle le docteur Mukwege, l'homme tiré par les femmes, comme on l'appelle, et que j'ai rencontré à Bukavu, et donc il y a un sujet sur lui dedans, entre autres, où je raconte un petit peu tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de double pages, c'est très carnet de voyage hein, également. C'est encore, là c'est sur l'Oubangui, ou sur le... Oui, c'est sur l'Oubangui ça. Voilà, après sur l'inédit, et ça parle, le sujet du livre, il y a plusieurs nouvelles graphiques, enfin plusieurs petites histoires. Ça parle de la condition des femmes au Maghreb, en Afrique, etc. Donc je parle d'excision à Djibouti, je parle de pression psychologique en Algérie sur les femmes, je parle de tout un tas de choses. Et puis là, c'est un petit extrait, alors je peux vous le raconter celui-là, parce que c'est assez poignant et ça nous met, nous, dans des situations un peu particulières. On est dans le désert
donc c'est toujours dans l'Enedi, là, on est dans le nord du Tchad. Et on se promène, et puis sur le bas-côté de la piste, en fait, vous voyez, hein, la piste, c'est juste du désert. Hein. Il y a des pneus de temps en temps pour ponctuer, et puis de temps en temps, il y a aussi d'autres pneus pour dire que là, il y a encore des mines qui n'ont pas été déminées avec la guerre, avec Idriss Déby, etc. Et on voit une voiture sur le côté comme ça, mais elle a l'air abandonnée. Mais elle est chargée, il y a des bagages derrière et des choses. Donc on se dit, bah non, alors on s'arrête, on regarde, on fait le tour, et puis à un moment donné, on entend pleurer. Et de dessous la voiture sort une femme avec son bébé. Alors on dit, mais il fait 50 degrés hein, dehors. Hein. On lui dit, enfin, par le biais de Hassan, le chauffeur, qui fait la traduction, parce qu'elle parle que l'arabe tchadien, elle nous dit, bah, on est tombé en panne, mon mari est parti chercher la pièce. Ah, il est parti quand chercher la pièce? Bah, il y a 2 jours. Bon. Et là, il y a 2 jours, vous avez quoi? Bah, j'ai de l'eau, elle nous montre une petite bouteille, j'ai de l'eau, c'est bon, voilà. Ah ouais. Et donc, moi, je me dis, ça va pas être possible, quoi. Enfin, on va l'emmener, on l'emmène, et elle refuse catégoriquement d'être emmenée. Alors que si elle reste comme ça, avec le peu d'eau qu'elle a, dans 2 jours, elle est clamsée, encore une. Hein. Et du coup, moi j'insiste pour l'emmener, pour qu'on l'emmène avec nous. Et Hassan, le chauffeur, dit non, son mari lui a dit d'attendre, elle va attendre. Et là, on a une espèce de dilemme qui est absolument incroyable. Est-ce qu'on la laisse sciemment crever ou est-ce qu'on l'emmène de force pour lui sauver la vie, quoi? Et voilà, donc Hassan se met en colère et du coup, je suis obligé juste de sortir de l'eau, de lui laisser un gros bidon et de la laisser sur place. On ne sait pas ce que cette femme est devenue, mais il y a le prochain point d'eau qu'on a vu, qui était un puits pour les dromadaires, il était à une bonne journée de voiture. Donc à pied, je ne sais pas comment. Alors, et puis c'est pas un passage, il n'y a pas des voitures toutes les 5 minutes. Hein. Voilà, donc je raconte un petit peu des petites histoires qui me sont arrivées comme ça en Afrique, au Sahel. Qui sont des histoires humaines, hein, des histoires de tous les jours, mais qui sont pour nous des problématiques qui sont complètement... on peut pas juger, on peut pas prendre parti. Comme je disais dans une précédente vignette, ici c'est toi l'étranger, quoi. Enfin, voilà. Et je vais terminer par celui-là, qui est Taïdam, qui n'est pas non plus en signature. Taïdam, c'est un des derniers bouquins que j'ai fait, c'est Mon amoureuse, qui est pareil, c'est une histoire humaine assez forte, assez poignante. Elle est née en 1974, elle est née au Laos, mais sa famille est du Vietnam, ce sont des Taïdam, et donc comme vous savez, il y a eu une petite guerre hein, au Vietnam, et donc c'est une réfugiée, c'est son arrière-grand-mère qui a traversé le Mekong avec elle au bras pour rejoindre les camps de réfugiés en Thaïlande, de Vientiane, en fait, Vientiane au Laos, et pour traverser. Et voilà, donc c'est assez étonnant, enfin c'est assez rigolo. Sa mère travaillait pour la CIA pendant la guerre, et son père était militaire, mais il travaillait pour les Français, et donc voilà, et donc ils se sont sentis un petit peu de pression pour partir du Vietnam à ce moment-là, donc c'était un petit peu chaud pour eux. Alors quand j'ai interviewé, alors pareil, c'est un roman graphique qui parle, donc Marija, c'est son nom, voilà, qui est Taïdam. Elle avait occulté tout ça, elle ne voulait pas retourner voir. Il y a encore de la famille, mais elle ne les connaît pas. Il y a des gens qui ont pris parti des communistes et qui sont restés, qui n'ont pas fui aux États-Unis, qui n'ont pas fui en France, etc. Et elle ne voulait pas venir. Donc tout mon boulot, ça a été de la convaincre de faire ce voyage, de l'emmener là-bas, et puis d'enquêter, et puis de retrouver les gens de sa famille, et tout ça est raconté dans le bouquin. Et c'est assez fort comme histoire. Et ça a été une histoire un petit peu bracadabrante parce qu'il y avait le Covid en plein milieu, c'était compliqué, on ne pouvait pas y aller, il y avait des quarantaines, c'était très très difficile. Mais on a pu faire Thaïlande, Vietnam, et voilà. Et je raconte tout ça là-dedans. Et voilà. Et ben, je crois que j'ai terminé, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est bien. Je vous remercie de votre attention. C'est censé être moi. Alors quand je suis en brousse, j'ai une chemise en lin blanche et un pantalon beige, c'est pour qu'on me reconnaisse, je suis toujours comme ça. Mais là, on est en ville. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions peut-être.
En général, il y en a peu, les questions aussi. Ah. Est-ce que finalement vous vous sentez un peu mon frère vous-même au final, parce que vous parlez beaucoup d'aventuriers, de voyage, moi, non, alors... vous-même, vous avez quand même pas mal... Oui, mais alors je ne suis pas un aventurier. Moi, alors déjà, j'arrive pas à me faire pousser la moustache. Déjà, ça s'arrête là. Dans l'esprit, est-ce que vous sentez un Rimbaud, un Montfort? Non, alors, Rimbaud, j'aurais peut-être plus d'affinité avec ce personnage, parce que c'est quand même il a pas de chance quand même, Rimbaud. C'est quand même un peu un loser, quoi. Il arrive jamais à faire fortune, il se retrouve embrigadé dans des trucs absolument incroyables. Il essaye de faire du trafic, de faire du commerce d'armes. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode. Donc il est à Tadjoura. Tadjoura, on en parlait tout à l'heure, c'est dans le détroit de Bab el-Mandeb. C'est incroyable le trajet qu'il faut faire pour aller vendre ses armes au futur empereur d'Éthiopie, qui est Ménélik, jusqu'à Ankober, qui est la capitale de Ménélik. Donc il faut traverser, moi qui connais bien le territoire, pour certains qui connaissent, c'est de la lave, c'est complètement aride, on y va avec des ânes et des dromadaires, c'est un truc de titan, il fait 50 degrés, enfin voilà. Et lui, il reste un an à Tadjoura avec des caisses de fusils dans le sable, il y sort et puis il arrive à monter son truc finalement. Il a l'autorisation parce qu'on lui interdit, bref, il arrive. Il part et il monte jusqu'à Ankober, donc qui est à 3000 mètres d'altitude. Hein, il remonte du zéro de Tadjoura, il remonte là-haut. Et puis à Ankober, on lui dit: ah bah non, il n'est pas là, il est au Harar, il est en bas. Donc Rimbaud il redescend. Enfin, il n'a vraiment pas de peau. Et puis quand il arrive pour vendre ses flingues, ben le futur empereur lui dit: ah bah non, moi j'ai acheté des fusils aux Anglais, ils sont vachement mieux, ils sont vachement plus modernes, et puis je crois même qu'ils sont moins chers. Donc du coup, il se retrouve avec toutes ces cargaisons qu'il arrive à fourguer pour se rembourser, mais à peine. Enfin, il a vraiment pas de peau. Mais je me sens plus de... Vous sentez plus que des... Ouais, parce que c'est un... Je sais pas, il y a une espèce d'affection. Mais pour le côté aventurier, moi je suis pas du tout un aventurier. Alors c'est vrai que ce sont des pays qui sont un peu particuliers. Quand j'allais en Algérie, c'était encore très étendu quand je passais d'une wilaya, on appelle ça des wilayas en fait, c'est des départements d'une wilaya à l'autre. Moi j'avais la bagnole avec le chauffeur, derrière il y avait 2 motards et devant il y avait une bagnole de flic avec des sirènes. Enfin, et là il y a la personne qui fait la couverture et le dossier, là c'est Loustal, c'est un dessinateur voyageur, qui est auteur de bande dessinée, qui est assez connu. Il était en Algérie aussi. Et lui, il a eu une bombe devant, avec la voiture d'escorte, il y a eu une bombe qui a sauté. Donc mais ça reste, c'est assez rare, quoi. Enfin, même dans l'Enedi, moi j'y étais, la dernière fois que j'y suis allé, ça date un petit peu maintenant, mais j'y étais quand Kadhafi a été un peu dessoudé et qu'il y avait tous les Noirs de Libye qui rentraient chez eux, quoi, qui rentraient au Tchad, etc. Puisque Kadhafi avait mis des Noirs dans des mercenaires tchadiens qui étaient dans les ambulances et qui tiraient sur la population. Donc en Libye, tout ce qui était noir, ils allaient être trucidés. Donc il y avait tous les réfugiés qui descendaient. Et nous, on s'est retrouvés dans l'Enedi avec tous ces camions de réfugiés, etc. Mais c'est quand même très borné, c'est-à-dire que l'épisode de l'Enedi, c'est un projet que j'ai monté avec un copain qui est géographe, avec l'aval du ministère du Tourisme tchadien, qui voulait développer le tourisme. Bon, ça s'est jamais fait, mais il fallait qu'on fasse un bouquin pour développer le tourisme. Alors, donc tout le truc, ça a été, vous avez besoin de quoi? On est comme ça au bureau avec le ministre. Hein, le ministre dit: ouais, vous voulez quoi? On se regarde, on dit: on veut un cuisinier, on veut 2 4x4, et puis on veut 2 chauffeurs, et puis on veut des laissez-passer, des machins, des trucs. Et voilà, et donc c'est toujours quand même très, très borné, très organisé, et puis même en RDC, même en Centrafrique, etc. C'est toujours quand même, soit avec l'Alliance, soit avec... Donc il y a toujours l'ambassadeur dans le coup, il y a toujours le COCAC, le conseiller d'action culturelle, enfin, c'est toujours très... voilà. Et alors là, par contre, je travaille sur un sujet en ce moment avec une amie qui s'appelle Elodie Haro, qui traverse, on parlait de la Grande Muraille Verte tout à l'heure, de Dakar à Djibouti, donc le projet s'appelle Dadji, et elle fait tout ça en vélo. Donc elle passe par le Mali, elle passe par le Burkina, elle passe par tous ces pays-là, elle fait tout ça en vélo. Et donc, pardon ? Elle a terminé à Djibouti il y a 2 mois, ouais.
Et alors le Burkina l'a fait en plus. Alors je me suis fait pourrir hein, par le conseiller culturel. Madame, en Mauritanie, à Nouakchott, on discutait du projet parce que l'agence de la Grande Muraille Verte, elle se trouve à Nouakchott, donc on discutait. Et je dis, bah ouais, là je la rejoins au Tchad parce qu'elle fait une méharée de 2 mois dans l'Enedi et le Tibesti pour y arriver avec son vélo. Et avec les et en fait, elle est passée par où? Elle a dit, bah, le Mali, machin, tout ça, Burkina, Sénégal, et tout. Et puis je me suis fait pourrir, et comme ça, et puis si elle se fait kidnapper, qu'est-ce qui va s'en occuper? J'ai dit, bah ouais, mais c'est pour la bonne cause. Ouais, va faire... Oui, mais il y a des conséquences qui dépassent les gens qui probablement. Et il y a des moments où il faut pas faire. Il y a des endroits où il ne faut pas faire. Non, alors il y avait le Soudan. Telles implications financières, humaines. Oui. Non, mais on peut en parler en aparté, mais je sais très bien. Mais on a beaucoup parlé avec le conseiller culturel à Nouakchott, avec le COCAC, avec Bernard Reby. Vous connaissez Bernard Reby ou pas? Non, qui est le COCAC de Nouakchott en ce moment. Et il s'est abonné à la revue, le COCAC. J'en parlerai après. Et pourquoi je disais ça? Et donc ça va être un beau livre quand même, parce que c'est un vœu pieux. Je ne sais pas si vous connaissez la Grande Muraille Verte. À l'origine, c'est créer un couloir de 15 km de large entre le Dakar et Djibouti de verdure, c'est-à-dire de plantation d'arbres, de jardins, etc. Bon, après, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, au niveau social, au niveau... voilà. Mais... et moi je suis cette nana, moi je la rejoins, on a fait, on a commencé par la Mauritanie, là, mais le Sénégal, toute la mangrove, parce que la mangrove c'est un des poumons de la planète. Hein. Donc il y a au Sénégal, il y a un gros projet de replantation de la mangrove qui a été initié par Adra, je ne sais plus son nom, l'ancien ministre du de l'écologie, ouais, Adrar El Ali, je crois, qui est plus ministre, hein, mais que j'ai rencontré à Dakar. Un club de plongée. Exactement, ouais, à l'Océanium. Et donc je l'ai rencontré là, et il parle de comment lui, il y a des millions qui ont été dépensés pour la Grande Muraille Verte, mais en fait il parle des actions locales, il parle de tout ça, donc c'est passionnant, dont la mangrove, dont les jardins Toulouker, qui sont des jardins en permaculture circulaire, etc. Donc Elodie, qui est agronome aussi, elle passe la bonne parole, elle fait profiter des expériences, etc., tout au long de la ligne, et notamment en Éthiopie, jusqu'à Djibouti, qui était la fin du périple, là, il y a 2 mois. Et à chaque fois, donc, elle plante, elle ramasse de la terre, elle plante un arbre, elle prend la terre, et à Djibouti, toutes les terres qui ont été récoltées sur tout le trajet ont servi à planter un arbre pour la finale du voilà. Donc là, on prépare le bouquin, il me reste une centaine de pages à faire, mais c'est très documenté, c'est dessiné sur tous ces pays. Alors il y a des pays où moi je ne suis pas allé, du coup, dont le Burkina et le Mali, j'ai pas pu la rejoindre là, mais on s'est rejoint après au Tchad, à Djibouti, en Éthiopie, au Sénégal, voilà, au Niger, elle est passée au Niger aussi. Quand on peut faire un combo... mais elle est allée à Niamey, et puis après elle a repris un autre... bref. Et voilà, donc non, pas aventurier. mais quand même très, très heureux d'avoir eu la chance de découvrir tous ces territoires, tous ces endroits. Voilà. L'Érythrée, les Dahlak, la mer Rouge. Alors l'Érythrée, je ne suis pas allé. Et alors, je suis invité en Érythrée, j'adorerais, parce qu'il y a... Vous connaissez Érythrée? J'ai vécu 5 ans et demi. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais il y a alors l'architecture coloniale italienne qui est absolument... Ça, et puis l'autre partie du royaume d'Aksum avec le port d'Adoulis. Moi je ne connais pas ces endroits, mais j'aurais adoré vraiment. Hein. Mais alors je suis invité par, justement, il y a une alliance ou un institut qui est... Une alliance, voilà. Et voilà, donc c'est une femme d'ailleurs qui est directrice là, et qui m'a invité, mais j'ai pas eu l'occasion et je sais pas... voilà, mais c'est vraiment un... Parce que dans la continuation de mon frère, c'est pas mal. Bah ouais, ça serait pas mal, ouais. Vous avez été un peu aussi sur les traces d'Hugo Pratt, non? Alors Hugo Pratt, lui, il a une longue histoire avec l'Éthiopie, puisqu'il a été, quand il était ado, quand il était jeune et ado, il a vécu à Addis Abeba, et il était dans les chemises noires,
parce que son père était dans les Camichene. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ouais. Et pour tout vous dire, moi je l'ai croisé parce que quand j'ai fini à Djibouti, en fait je ne suis pas retourné à Paris, je suis allé vivre en Italie, je suis allé vivre à Rome pendant 5 ans, et c'est là que j'ai commencé la bande dessinée. Parce que j'ai rencontré un éditeur italien qui publiait Pratt, Manara, Giardino, etc. Et j'ai eu la chance de publier mes premières pages dans un magazine de BD qui publiait ces auteurs. Et donc j'ai croisé Manara plusieurs fois, je le croise encore d'ailleurs, et Pratt avant son décès et tout ça. Donc, mais oui, il y a une longue... et j'adore son travail, enfin, je suis vraiment un amoureux. Je crois que c'est une des aspirations pour faire de la BD aujourd'hui, il en fait partie, quoi, comme Loustal, etc. Voilà. Et quel est le regard de toutes ces personnes qui vous voient dessiner dans leur pays? Qu'est-ce qu'ils en disent, soit les enfants ou... Le dessin, c'est un vrai passeport, en fait. Ouais. Il suffit de s'asseoir 5 minutes. Alors, c'est étonnant parce qu'il y a 2 aspects pour le dessin, en ce qui me concerne. J'ai l'impression d'être moins voyeur qu'avec la photo. C'est-à-dire que je m'assois dans un coin, je ne suis pas là en train de mitrailler. Et puis, la photo, moi j'en fais quand même beaucoup aussi, hein, avec mon portable, avec des appareils numériques, etc. On a tendance à mitrailler, à en faire beaucoup. Et on ne se souvient pas forcément d'où, comment, etc. Avec le dessin, avec le carnet, eh ben moi j'ai quand même, je sais pas, je dois avoir une centaine de carnets de croquis, hein, des petits formats. Je peux prendre n'importe lequel, regarder le dessin, et je me souviens parfaitement du moment, pratiquement de l'odeur, de l'atmosphère qu'il y a eu. Parce que c'est du temps long, le dessin. On s'assoit, on prend le temps de regarder, on choisit son angle, etc. Et pour ça, c'est fabuleux. Et puis c'est un vrai passeport parce que, comme vous dites, il y a les gamins qui arrivent, et puis après il y a les mamans qui regardent un peu, qui arrivent, il y a tout le monde arrive, et puis je monte, je fais un dessin d'un gamin, je montre, il y a un rapport qui se fait. Et même si je ne parle pas amharique, ou si je ne parle pas, j'en sais rien, l'arabe tchadien, ben ça permet de dialoguer, ça permet de communiquer. Ça, c'est un truc qui est absolument incroyable. Alors on n'a pas le temps, mais j'ai des films, plein de trucs, ben voilà. Mais c'est vraiment super de ce point de vue. Alors du coup, je me suis lancé dans l'édition de magazine, et on a lancé, c'est le 2e numéro, un magazine qui s'appelle Carnet d'ailleurs, qui est un magazine de voyage dessiné, voilà, justement, et ça n'existait pas, bizarrement, et en kiosque. Donc c'est en kiosque, c'est en librairie spécialisée, en librairie BD et en librairie de voyage. C'est dans les relais, dans les aéroports, dans les gares, etc. Et c'est vraiment une vision lente du voyage, une vision dessinée, voilà. D'ailleurs, voilà, donc avec des auteurs de BD, avec des carnétistes, avec des gens qui forcément ont un rapport avec le voyage et le dessin, et qui dessinent sur place, même s'ils font beaucoup de dessins à l'atelier, ils ont quand même dessiné sur place pour beaucoup. Voilà. Donc lui sera... J'en ai une petite couche. Hein. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention. Peut-être une dernière question ou pas? Non, c'est dernière. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. On va continuer pendant la dédicace. Ben, si vous voulez, ouais. Voilà. Merci beaucoup.